Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, donc je vais essayer de ne pas parler trop rapidement pour faciliter la traduction et pour être collégial avec nos collègues qui sont assis là-bas à l'arrière. C'est un plaisir d'être ici avec vous. J'étais en France déjà depuis quelque temps, en fait, c'est un beau pays. Il y a environ une semaine, j'ai visité la ville de Tours et j'y ai passé un très bon moment. Je voudrais tout d'abord remercier mes collègues, d'anciens étudiants diplômés et un ancien collègue, le docteur Charlie Staples, qui m'ont tous aidé à mener à bien bon nombre des expériences dont je vais parler avec vous aujourd'hui. Et puis, tout d'abord aussi une petite précision, je vais vous montrer pas mal de données de l'Université de Floride. Cela ne veut pas dire que ce sont les seules données sur le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est juste que vu le temps possible, je ne peux pas passer en revue toute la littérature sur la colline et les bovins. D'accord? Donc, sachez qu'il y a d'autres expériences qui ont été faites ailleurs, mais juste pour gagner du temps, je ne pourrai pas en parler aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous donner une rapide introduction au sujet de la colline et vous expliquer comment elle est devenue un nutriment important. Je vais sans doute passer sur pas mal d'aspects qui ont déjà été abordés aujourd'hui, mais des aspects par rapport à ce qui se passe avec la vache pendant la période de transition. Je vais également vous dire de quelle manière nous pensons que la colline affecte la capacité du foie à transporter des acides gras et à les exporter. Et ensuite, je passerai à l'aspect très appliqué, c'est-à-dire quels sont les effets de la supplémentation en choline rumino-protégée sur la production et la santé des vaches. Ensuite, je vais aborder quelques dogmes, parce qu'il y en a beaucoup des dogmes en science, et celui-ci en est probablement un. La réponse à la colline par rapport à l'état corporel des vaches. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, eh bien, je serai capable d'avoir donné un peu de poids euh, euh, à, à cette affirmation selon laquelle la choline n'est pas nécessairement un nutriment essentiel du point de vue biochimique, mais c'est un nutriment nécessaire qui devrait faire partie de l'alimentation des ruminants adultes. Alors, tout a donc commencé ici, en France et aussi en Allemagne. La découverte initiale de cette molécule de type gras, qui était un composé azoté associé à des acides gras, essentiellement des phospholipides, eh bien cela a eu lieu en France, cette découverte au départ par un pharmacien. Si vous lisez les premiers rapports sur la phosphatidylcholine, ils viennent d'études réalisées en France. Mais une étude importante fut le processus de la découverte de l'insuline par Sir Frederick Banting, qui est un médecin, un scientifique canadien. On le voit ici avec son étudiant Charles Best. Ils ont vraiment fait un travail révolutionnaire de découverte de l'insuline en, en utilisant un modèle canin, un modèle de chien dépancréatisé dans lequel ils enlevaient chirurgicalement le pancréas des chiens. C'est comme ça qu'on procédait. Et Frédéric Banting et un collègue écossais ont finalement remporté le prix Nobel de médecine et de physiologie pour leur découverte. Donc, dans ce processus, vous savez que la science repose sur beaucoup, enfin essentiellement sur l'observation. Lorsque vous avez des étudiants qui sont très attentifs, qui aiment observer les choses, eh bien, il y a pas mal de bonnes choses qui en sortent. Ainsi, Charles Best, donc à l'époque l'étudiant, avait remarqué que les chiens, lorsque l'on relevait le pancréas, développaient une stéatose hépatique, c'est donc une accumulation de graisse dans le foie. On appelle ça aussi le foie gras. Donc, quand il est devenu un scientifique lui-même, adulte, à la fin de ses études, un scientifique indépendant travaillant aux États-Unis et au Canada, il a réalisé les premiers travaux montrant que la supplémentation en tissu pancréatique aux chiens qui n'en avaient plus, et finalement, en leur donnant de la phosphatidylcholine ou en chlorure de choline, a pu inverser le degré de stéatose du foie chez ces chiens.
Cela a été le premier travail montrant que la supplémentation en choline pouvait inverser le degré d'infiltration graisseuse dans le foie. Il a fallu environ 65 ans pour que la littérature médicale reconnaisse la choline comme un nutriment nécessaire en alimentation humaine. Aujourd'hui, nous avons des recommandations. Par exemple, aux États-Unis, nous avons des quantités recommandées, ce qu'on appelle l'apport quotidien recommandé pour les humains. Et pour les ruminants, néanmoins, il a fallu un certain temps pour comprendre que cette molécule, cette triméthylamine, qui est la choline en fait, est malheureusement largement dégradée dans le rumen, comme de nombreux autres composés. Donc, Derek Lindsay, en Angleterre, a fait les tout premiers travaux pour montrer que la plupart des phospholipides chez les moutons, mais aussi sans doute chez les bovins, étaient synthétisés via une voie que l'on appelle la voie de récupération, par une réaction de transméthylation et non par incorporation de choline dans les phospholipides à partir de sources alimentaires. Ensuite, Rich Erdman, à l'Université du Maryland, a confirmé ces découvertes, ou plutôt leurs découvertes, avec des vaches équipées de canules duodénales. Et ce que Rich a montré, c'est que plus de 90% de la choline dans l'aliment n'atteint jamais l'intestin grêle. Vous voyez? Donc, la choline, lorsqu'elle arrive dans l'intestin grêle, est transportée à travers l'épithélium par des transporteurs de choline. Mais, en réalité, elle est dégradée bien avant d'atteindre l'intestin grêle. En fait, la choline est dégradée par des microbes et réduite jusqu'à devenir du méthane. Donc il y en a vraiment très peu à arriver dans l'intestin grêle. Ainsi, les ruminants dépendent d'une voie particulière que je vais vous montrer. Ici, ce sont les voies principales métaboliques, on va dire classiques de la choline dans les tissus. Alors évidemment, ça dépend des tissus dont on parle. Ici, vous voyez une molécule de choline, elle a 3 groupes méthyl, elle a un azote, et si elle est absorbée et dirigée directement vers les neurones, la choline peut être acétylée. Elle peut recevoir un groupe acétyl et devenir de l'acétylcholine, le fameux neurotransmetteur qui est important pour l'influx nerveux et la propagation de l'influx nerveux à travers les neurones ou dans la jonction neuromusculaire, comme dans cet exemple ici. La choline peut aussi être phosphorylée ou phosphorylée, et en passant par cette voie qui est indiquée ici du nom du biochimiste américain qui l'a décrite, elle s'appelle la voie Kennedy, et elle devient ce que l'on appelle de la phosphocholine. Et la phosphocholine peut être métabolisée dans de nombreux tissus pour synthétiser de nombreuses phosphatidylcholines selon évidemment la combinaison des acides gras qui sont incorporés dans la phosphatidylcholine. Et nous savons que c'est celle-ci qui est le principal phospholipide dans les tissus. Donc la choline est particulièrement importante pour la synthèse des neurotransmetteurs, importante pour la synthèse des sphingolipides, des phospholipides, pour assurer la fluidité des membranes, pour la communication transmembranaire. Elle peut aussi être oxydée en cette molécule ici qui s'appelle la bétaïne et qui est un osmorégulateur dans la cellule. Mais la bétaïne a la capacité de donner des groupes méthyl. C'est ce que l'on appelle un donneur de méthyl important même. Et elle participe à ce cycle de l'acide folique, homocystéine et la resynthèse de la méthionine dans les tissus. Dans la littérature humaine, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, on trouve beaucoup de sources, car c'est un marqueur de maladies cardiovasculaires. Donc, sous l'action de cette enzyme, ici, la bétaïne-homocystéine méthyltransférase, est un groupe méthyl qui peut être transféré à l'homocystéine pour resynthétiser la méthionine dans les tissus. Et cela est même renforcé par l'acide folique. Donc, en présence de folate, ce processus est facilité. Par exemple, les femmes enceintes
devraient toutes recevoir environ 400 mg d'acide folique pour prévenir les malformations du tube neural chez les bébés. Parce que c'est vrai qu'il y a une malformation chez les bébés quand on a des changements dans la régulation du métabolisme monocarboné qui est le carbone transféré sous forme de groupe méthyle. Ensuite, la méthionine peut être condensée avec une autre molécule qui s'appelle l'adénosine pour former cette autre molécule appelée la S-adénosylméthionine qui est considérée comme le principal donneur de groupe méthyle. Alors, je vous dis cela parce que la méthylation de l'ADN, en général, inhibe la manière dont les gènes sont traités, c'est-à-dire transcrits. Cela signifie que l'expression des gènes est inhibée. Cependant, la méthylation peut également stimuler l'expression des gènes. En règle générale, on observe davantage d'inhibition, ce qui signifie que vous ne produisez pas la protéine finale de cette portion particulière du génome. L'acétylation, la méthylation des parties de l'ADN ou des histones peuvent modifier la manière dont les gènes sont exprimés. Ça affecte le phénotype de la cellule de l'individu. Mais dans notre cas ici, le point essentiel, c'est que la S-adénosylméthionine peut donner des groupes méthyl à la phosphatidyléthanomine, ce qui peut entraîner la production de phosphatidylcholine dans le tissu hépatique. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que chez les ruminants, nous dépendons fortement de cette voie pour la synthèse de la phosphatidylcholine, appelée la voie de récupération, car il y a très peu de choline alimentaire pour suivre la voie de Kennedy pour la synthèse de phosphatidylcholine. Cependant, chez le veau nouveau-né, lorsque nous lui donnons du lait ou des substituts de lait qui sont enrichis en chlorure de choline, ou si on est même capable de fournir de la choline qui échappe à la dégradation dans le rumen, nous pouvons favoriser cette voie pour la synthèse de phosphatidylcholine. Alors, de combien de choline avons-nous besoin? Le docteur Clay Zimmerman, qui est ici avec nous, a besoin de 500 mg de choline par jour. Que vous soyez une femme, un homme, en fonction de l'âge ou de l'état physiologique, il vous en faut entre 400 et 550 mg. La volaille, selon son état physiologique, elle, a besoin de différentes quantités de choline. Et une truie en lactation a besoin d'une très grande quantité de choline. Comme les quantités nécessaires sont importantes, nous appelons la choline. Enfin, c'est un concept pas très correct, mais enfin, on l'appelle donc une quasi-vitamine. Une vitamine, d'après la littérature, c'est un nutriment vital qui est requis en très petite quantité, des microgrammes, des milligrammes. Ici, évidemment, on parle de quantité en grammes. Cependant, il y a une incertitude concernant les ruminants adultes. Nous ne savons pas vraiment quel est leur besoin. Je vais vous donner mon interprétation. Une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas de logiciel et des modèles de prédilection qui nous indiquent la quantité, mais on nous dit nourrissez avec tant de grammes la plupart du temps. Bah oui. Alors je pense qu'il y a deux raisons principales à cette affirmation. C'est que premièrement, nous ne savons pas combien de choline est réellement absorbée. Ce n'est pas une tâche facile à réaliser de le tester. La choline est convertie en de multiples métabolites et pendant l'absorption, lors du passage par le tissu splanchnique, elle est altérée et transformée en bétaïne ou en nombreuses autres molécules. Deuxièmement, nous utilisons des produits protégés contre la dégradation du rumen qui peuvent avoir une biodisponibilité variable, comme nous le verrons plus tard. De plus, nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas les réponses qui auraient été déterminées de manière empirique pour la quantité optimale de choline. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans les recommandations les plus récentes aux États-Unis, qu'on appelle NASEM 2021, il n'y a pas de quantité précise de choline à apporter. Je pense que c'est vrai pour tous les systèmes de recommandation nutritionnelles pour les vaches laitières dans le monde. Donc, comme de nombreux autres nutriments, la concentration en phosphatidylcholine dans le plasma diminue autour du vélage. Ainsi, la quantité de phospholipides dans le sang diminue également à ce moment-là. Mon interprétation de ces données est que l'utérus gravide de et la glande mammaire extrait ces phospholipides pour
la synthèse des tissus. Dans le cas de la glande mammaire en cours de lactation, c'est par exemple pour faire la synthèse des globules gras que l'on retrouve dans le lait. Et cette diminution est associée à une réduction de l'apport en phospholipides, soit parce qu'il y a une moindre absorption de la choline, soit parce qu'il y a une disponibilité réduite des donneurs de méthyle tels que la méthionine. Nous sommes donc en pénurie, si je puis dire. Alors, cela a déjà été abordé, donc je vais passer rapidement là-dessus. Euh, et l'image de ma vache n'est pas vraiment apparue, mais il y a ici une vache, hein, je vous assure que c'est ici. Les vaches mobilisent donc des tissus au début de la lactation. C'est un processus totalement normal chez les mammifères et probablement le plus extrême processus chez les mammifères marins. Et oui, marins, pardon. Dans ce processus de mobilisation de tissus, elles mobilisent des acides gras qui sont utilisés comme source d'énergie ou comme élément de synthèse par la glande mammaire pour synthétiser des acides gras à longue chaîne. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les fermes, vous savez probablement que votre tout premier test de lait montre une teneur élevée en matière grasse. Cela varie en termes d'acides gras à longue, moyenne ou courte chaîne. Et à ce stade, il y a beaucoup d'acides gras C16, C18 dans le lait, car ils proviennent en grande partie des acides, des tissus qui ont été mobilisés. Ou bien alors ils peuvent être utilisés aussi par d'autres tissus périphériques dans la glande mammaire, comme le foie. Donc, ça a déjà été mentionné, donc je vais passer sur ces corps cétoniques. Euh, la cétose est une maladie, hein, néanmoins c'est un mécanisme de préservation des nutriments biochimiques. La cétose est donc vraiment un marqueur pour la mobilisation excessive des graisses. Mais les corps cétoniques sont solubles dans l'eau, donc ils n'ont pas besoin d'albumine pour être transportés. Donc si la vache ne mange pas assez et que son albumine sanguine est faible, elle peut transporter le carbone sous forme soluble dans l'eau. Les cétones peuvent être utilisés pour synthétiser de nouveau de l'acétyl-CoA qui peut ensuite être utilisé par d'autres tissus tels que le cerveau. Donc c'est un marqueur pour un catabolisme excessif. Ok, c'est une source d'énergie pour la synthèse d'acides gras à chaîne courte pour la matière grasse du lait. Elle peut aussi être utilisée par d'autres tissus. D'ailleurs, si on pense aux ruminants, ils se sont adaptés à consommer principalement des hydrates de carbone, des glucides, et à les fermenter ensuite en acides gras à chaîne courte. Donc, le foie des ruminants n'a jamais été un tissu lipogénique. Il n'a jamais eu besoin d'évoluer pour exporter des triglycérides, comme le fait le foie chez nous après un repas, quand on a absorbé beaucoup de glucose ou d'autres métabolites, et que nos hépatocytes synthétisent alors les triglycérides que nous exportons sous forme de lipoprotéines. Le foie des ruminants n'a jamais eu besoin de le faire. Donc, en termes d'évolution, leur métabolisme est quelque peu différent. En raison de cela, lorsque vous examinez les études qui comparent les taux de sécrétion de VLDL, qui est la lipoprotéine de cholestérol exportée par le foie pour transporter les esters de cholestérol et les triglycérines, les taux de sécrétion sont beaucoup plus faibles dans le foie des ruminants par rapport à celui des monogastriques. Voilà. Donc le foie des ruminants a beaucoup plus de difficultés à exporter les lipides. Il dépend principalement des voies oxydatives pour générer de l'ATP pour les cellules, utilisant des acides gras ou la cétogénèse. Et une fois que l'hépatocyte atteint un certain niveau d'ATP, il n'a plus besoin d'énergie euh, et d'oxydation. Il oriente le métabolisme vers la cétogénèse. C'est donc un mécanisme particulièrement bien huilé, si je puis dire. L'idée de continuer à brûler des acides gras pour réduire la stéatose hépatique n'a pas de sens d'un point de vue biochimique. Ça serait un gaspillage d'énergie. Mais apparemment, ça a des conséquences, cette cétogénèse. Comme ça a déjà été montré précédemment, cela endommage les tissus, affecte l'animal, le foie étant un organe assez important. Alors, est-ce qu'on peut modifier cela? Pouvons-nous modifier cette capacité à sécréter des lipoprotéines?
C'est une question qui se pose depuis un certain temps parce que en début de lactation, l'ingestion est faible. Les vaches ne mangent pas autant qu'on aimerait, ce qui limite la synthèse des protéines microbiennes. Et les protéines microbiennes contiennent environ 2,4 à 2,6% de méthionine. La méthionine est ce donneur de méthyle dont nous avons parlé précédemment. Donc, une ingestion faible, un apport limité en acides aminés non dégradés et une faible synthèse des protéines microbiennes qui limite probablement l'approvisionnement en méthionine pour la vache. Donc certaines vaches vont développer un foie gras, comme celle-ci. Nous induisons le foie gras chez les vaches à des fins expérimentales. Celle-ci n'a malheureusement pas survécu, comme vous pouvez le voir. Son foie était exceptionnellement gros et gras. Habituellement, le foie d'une vache pèse entre 9 et 11 kilos. Là, on était à 18 kilos. Et vous voyez ici toute cette couleur jaune, là. Vous la voyez? C'est assez étrange. Mais c'est assez fréquent, cette stéatose, hein, surtout en début de lactation. Chaque point ici représente une moyenne de plusieurs vaches dans la littérature, enfin d'analyse. Les points de même forme et de même couleur appartiennent à une même étude. On échantillonne le foie plusieurs fois chez les vaches, soit dans des fermes commerciales, soit dans le cadre d'expérimentation. Donc oui, on voit qu'il y a une accumulation de triglycérides dans le parenchyme hépatique au cours de la première semaine de lactation. Et il faut un certain temps avant que cela redescende en dessous des 2%. Nous pensons que lorsque le taux de triglycérides hépatique est excessif, cela change et modifie la physiologie de l'hépatocide. Quelle est la prévalence de la stéatose hépatique? Eh bien, voilà des données qui nous viennent d'Angleterre ainsi que d'autres endroits dans le monde. Voici des données des Pays-Bas, des États-Unis. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de variations. Mais si on considère un taux de triglycérides de 5% ou plus dans le tissu sur une base humide, cela concerne environ 40 à 50% des vaches. Donc, dans cet ensemble de données, 50% des vaches présentent un certain degré de stéatose en début de lactation, ce qui est en plus associé à un risque accru d'interagir avec d'autres maladies. Ici, un article que nous essayons de comprendre. Existe-t-il un point de rupture, un seuil particulier de triglycérides hépatiques qui prédit la performance des vaches? Nous n'avons pas été en mesure de trouver la valeur exacte, mais je vais vous donner juste un aperçu des associations. Ce n'est pas une relation de cause à effet, comme cela a déjà été évoqué. C'est une étude ici épidémiologique, donc une étude de cohorte prospective. Mais cela démontre que les vaches ayant un excès de triglycérides hépatiques courent un risque plus élevé de maladie. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Elles ont une morbidité qui est accrue et elles ont un risque de réforme accru. Donc oui, il y a des conséquences. Est-ce qu'il s'agit de causes ou de relations? Nous ne le savons pas très bien. Mais dans cet article particulier, nous avons utilisé des triglycérides hépatiques comme variable continue dans le modèle. Et nous avons testé des associations linéaires, les associations quadratiques. En général, les associations étaient plutôt linéaires. Donc, plus il y a de triglycérides hépatiques, plus élevé est le risque de maladie. Je vous dis tout cela parce que la choline, à travers la synthèse de phospholipides, a justement cette capacité que nous appelons l'effet lipotrope, qui est la capacité de faciliter le transport des lipides. Voici probablement la première étude dans la littérature, à ma connaissance, avec des vaches laitières, dans laquelle l'apport de choline rumino-protégée a réduit l'intensité de la stéatose hépatique. Pour cette expérience particulière, on a collecté du tissu hépatique lorsque les vaches étaient nourries ad lib. Et vous pouvez voir que la concentration en triglycérides est typique d'une vache bien nourrie, donc faible, environ 2%. Ces vaches ont été réparties de manière aléatoire pour recevoir un régime sans choline, protégée du rumen, ou avec de la choline rumino-protégée. Et ensuite, on a sous-alimenté ces vaches. On a limité l'apport nutritionnel à environ 35% de l'énergie requise pour l'entretien de la gestation.
Donc vraiment, vous voyez, dans cet essai, les vaches ont été sous-alimentées pendant un petit peu plus d'une semaine. Ensuite, on a collecté du tissu hépatique. Et ce que cela a révélé, c'est que la concentration en triglycérides était considérablement réduite par rapport aux vaches qui n'avaient pas été supplémentées. Donc nous avons répété cette expérience, mais avec des doses croissantes d'ion choline. Je sais bien que l'étude de la choline que l'on trouve dans la littérature porte parfois à confusion. Donc la choline est typiquement administrée sous forme de sel. Dans ce cas, il s'agit de chlorure de choline qui est encapsulé. Le chlorure de choline a un poids moléculaire qui est composé d'environ 75% de son poids sous forme d'ion choline, 25% est le chlore, puis il y a un polymère à base de lipides qui enrobe le chlorure de choline. Donc ici, je parle de ion choline, pas du produit final, pas du sel de chlorure de choline. Ici, vous voyez que lorsqu'on augmente l'apport d'ion choline de 0 à presque 26 grammes par jour, lorsqu'on l'induit chez des vaches, le développement de stéatose hépatique représentée par les barres noires, la concentration de triglycérides dans le foie diminue de manière linéaire, ce qui corrobore les travaux précédents de l'équipe de Rick Grammer dans le Wisconsin, qui montre en effet que la supplémentation en choline rumino-protégée réduit le degré de stéatose hépatique chez la vache laitière dans ce modèle de restriction alimentaire. Alors, récemment, nous avons répliqué cette expérience avec une légère variante. Nous avons assigné 110 vaches en fin de lactation à 232 jours de gestation et ayant complété au moins un cycle de lactation. On leur a affecté 5 traitements, 22 vaches par traitement. Le traitement était le suivant, 0 g d'ioncholine, puis nous avions 2 traitements avec un produit particulier contenant ce que nous appelons une faible concentration de chlorure de choline dans le produit final à 2 doses, 12,9 ou 25,8 grammes. Ensuite, on avait encore 2 autres traitements avec un produit contenant une forte concentration en chlorure de choline, également à 2 doses. Moi, je vais un petit peu vous épargner la comparaison des produits ici. Je vais me concentrer sur les effets de 0 comparé à 12,9 comparé à 25,8. C'est ce qui est intéressant ici dans le cadre de cette présentation. La façon dont nous avons mené cette expérimentation en plan de bloc aléatoire, les vaches ont été soumises à 5 jours de consommation alimentaire ad lib, suivis de 9 jours de restriction alimentaire à environ 42% d'énergie nette, qui est requise pour la gestation et l'entretien. Pendant la restriction alimentaire, nous avons supplémenté ces vaches avec de la méthionine rumino-protégée pour apporter la même quantité de méthionine que celle qui était apportée pendant la phase de consommation ad lib, basée sur l'estimation du flux duodénal de méthionine métabolisable. Avec le modèle NASEM, donc le modèle américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait sûre des valeurs qui correspondraient au modèle français de l'INRA, mais je suppose qu'elles ne sont pas très différentes. Ces vaches avaient un flux duodénal de méthionine métabolisable digestive d'environ 20 grammes par jour, et lorsque ce sont des vaches taries, donc lorsque nous les avons soumises à la restriction alimentaire, nous avons fourni de la méthionine rumino-protégée pour correspondre à ces 20 grammes de méthionine métabolisable. Voici ce que nous avons trouvé. Ça, c'est la teneur en triglycérides hépatiques. Elle est exprimée sur une base humide ou sur une base de matière sèche. Le foie bovin contient environ 32 à 38% de matière sèche. Alors, on va regarder la comparaison. Voici l'effet de la choline dans le groupe témoin par rapport à la moyenne de ces 4 traitements ici. Vous voyez ici facilement que la supplémentation en choline rumino-protégée a réduit le triacylglycérol par rapport au groupe témoin, d'accord ?
Et maintenant, la deuxième comparaison que je veux souligner ici concerne l'effet de la dose de choline. La moyenne de 12,9 comparée à la moyenne de 25,8. Et vous pouvez voir encore une fois que lorsque j'ai augmenté la quantité administrée, j'ai réduit les triglycérides hépatiques. Donc, si vous regardez la moyenne de la dose de 12,9, c'est environ 6,6%, et la moyenne de la dose à 25,8 est d'environ 5,5. Donc, plus la dose que nous avons administrée est élevée, plus les triglycérides sont réduits. Maintenant, on va regarder le glycogène hépatique qui constitue la réserve de glucides de l'hépatocyte. Et ici, l'image est totalement différente. Les vaches à qui nous avons donné le régime témoin avaient la plus petite quantité de glycogène. Lorsque nous avons administré de la choline, cette concentration a augmenté. Et si j'en donne même encore plus, qui est donc la moyenne de la dose ici de 12,9 par rapport à la moyenne de 25,8, vous voyez que la concentration a augmenté davantage. Pour le glycogène, nous ne savons pas vraiment quelle est l'explication biologique. Notre hypothèse est que la choline que nous administrons est oxydée en bétaïne. Et la bétaïne est un osmorégulateur des cellules qui aide les cellules à maintenir l'eau à l'intérieur des cytoplasmes. Lorsque ces cellules augmentent en poids, les cellules des reins et du foie ont tendance à synthétiser du glycogène. Donc nous pensons que, au moins dans le modèle avec des rats, c'est ce qui a été démontré. Nous pensons que c'est un effet de cette augmentation du poids de la cellule qui stimule la glycogénèse. Mais il se peut aussi que nous ayons moins de glycogénolyse chez ces vaches. Lorsque nous regardons le profil du tissu hépatique, nous avons un profil plus favorable en termes de composition. Si vous regardez le rapport triglycérides-glycogène, ce rapport est beaucoup plus faible chez les vaches supplémentées en choline que chez les vaches témoins. Donc, je vous ai montré les 3 expériences qui répliquent ces résultats chez la vache laitière. Alors, dans cette expérience particulière, nous avons examiné la concentration des analytes dans le sang. Voici donc, avant le début de l'expérience, la concentration d'acides gras dans le sang, la concentration de corps cétoniques dans le sang. Lorsque nous avons restreint l'alimentation des vaches, elles ont évidemment perdu du tissu, mobilisé des triglycérides à partir de leurs réserves corporelles, ce que l'on appelle les acides gras non estérifiés, les AGNE, dans le sang ont augmenté, l'acétogénèse a augmenté. Nous ne pensons pas que la supplémentation en choline en elle-même ait supprimé la mobilisation des lipides. Je dis cela à l'intention des vétérinaires et des nutritionnistes qui voudraient supplémenter des vaches avec de la choline et qui ensuite aimeraient mesurer les corps cétoniques dans le sang pour voir si la choline a fonctionné ou pas. Vous pouvez éventuellement réduire les corps cétoniques parce que la supplémentation en choline peut avoir des effets bénéfiques sur la santé des vaches et donc elles souffrent de moins de maladies, ce qui peut réduire la cétogénèse. Mais je ne pense pas qu'il soit judicieux de ne pas supplémenter les vaches en choline en s'attendant à une réduction de la cétogénèse parce qu'il n'y aura pas de mécanisme direct. Tout ce que nous avons étudié dans le foie, notamment le transport des acides gras, n'est pas lié à une réduction de la cétogénèse, mais je vous laisse interpréter cela vous-même. Mais il y a une chose que nous avons trouvée assez intéressante ici, ce sont tous les traitements à base de choline. Nous avons induit une restriction alimentaire chez ces vaches qui accentue l'accumulation des graisses dans le foie. Et nous savons que l'accumulation excessive de triglycérides induit une inflammation. Et l'une des réponses à l'inflammation, c'est la production de ce que nous appelons des protéines de la phase aiguë, dont l'une est l'aptoglobine. Donc vous voyez qu'il y a une belle augmentation d'aptoglobine chez ces vaches, mais pas chez celles-ci. Nous avons donc répété tous ces essais parce que lorsque un étudiant est venu me voir pour examiner les résultats, je lui ai dit « Ousmane, cela doit être une erreur. Cela ne fait absolument aucun sens. » Donc nous avons refait tous les tests, nous avons reproduit les mêmes résultats. Notre interprétation, c'est que elle est double. Soit la choline améliore le pool de phospholipides, les phosphatidylcholine,
et qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Elles atténuent en fait la cascade inflammatoire puisque l'activation de ce que l'on appelle le récepteur de type TOL4 et les effets en aval sont atténués justement par le phosphatidylcholine. C'est une explication. L'autre explication, c'est que nous avons moins d'infiltration de triglycérides dans le foie, donc peut-être moins de stimuli préinflammatoires provenant des lipides qui s'y accumulent. Bon, alors, on n'arrive pas à trancher, mais une découverte intéressante a quand même été faite. Alors, si vous regardez la littérature être humain, il y a beaucoup de données mécaniques sur la façon dont le foie traite les lipides. Il y a beaucoup moins de données dans la littérature sur les ruminants et donc beaucoup moins de données contradictoires. Mais nous savons que pour synthétiser ces lipoprotéines, pour exporter les lipides hors du foie, il faut transporter les triglycérides et les acides gras à travers les organismes du foie et les organites. L'une des protéines qui fait cela est appelée MTP ou MTTP. C'est la protéine de transfert des triglycérides microsomaux. Elle transporte les lipides à travers les organites. Ensuite, nous avons cette apopolipoprotéine qui est la B100. C'est la principale protéine qui fait partie des VLDL. Et enfin, nous avons cette autre apolipoprotéine. Et dans cet article particulier, les chercheurs ont comparé l'abondance de ces protéines dans le foie des vaches ayant une faible teneur en triglycérides par rapport à celles qui ont une stéatose hépatique. C'est donc une étude d'association et cela a montré que toutes les protéines mesurées étaient en moindre abondance lorsque ces vaches ont une stéatose hépatique. Donc ici, nous ne pouvons pas vraiment déterminer si la stéatose hépatique supprime la transcription et la traduction des gènes de protéines, ce qui entraîne une diminution de leur quantité, ou si c'est la réduction des protéines qui cause la stéatose hépatique. On ne peut pas vraiment déterminer la relation de cause à effet. Mais si on revient à d'autres données, celles des animaux de laboratoire, eh bien, nous savons qu'avec des régimes présentant un déficit en choline, nous limitons la capacité des tissus à sécréter des lipoprotéines. Ici, c'est au niveau de l'entérocyte, donc dans l'intestin. Les entérocytes synthétisent une protéine qui est très similaire à celle-ci. Elle s'appelle apolipoprotéine B48. La seule différence est que la transcription du gène s'arrête à ce codon particulier. Ici, il y a un codon stop ici qui arrête la transcription, donc vous n'avez pas la même séquence d'acides aminés. C'est pour cela qu'elle s'appelle l'apolipoprotéine B48. Dans ce cas-ci, on mesure la sécrétion de APO B48, qui est la principale apolipoprotéine qui présente dans un type différent de lipoprotéine qui s'appelle kilomicron et qui transporte les lipides dans l'intestin vers le système lymphatique. Ce qu'ils ont montré donc dans cet essai, c'est que dans un régime déficitaire en choline, cet intestin de souris sécrétait moins d'APO B48 comparé aux souris qui avaient été supplémentées en choline, montrant que la capacité à transporter des acides gras dans l'intestin est diminuée lorsqu'il y a une carence en choline chez les animaux de laboratoire. Alors, nous avons mené 2 expériences pour aborder ces 2 domaines, le foie et l'intestin, de manière indirecte. Et je vais vous montrer certains de ces résultats, en tout cas des données. Voici la première expérience où nous avons restreint l'alimentation des vaches. Et ensuite, 8 jours après le début de la restriction, on a complètement arrêté de les nourrir. On ne leur a plus rien donné à manger. Il y a 33 vaches ici. Ensuite, par intraveineuse, on leur a administré un détergent qui s'appelle Thyloxapol. Certains d'entre vous qui sont des chercheurs le connaissent aussi sous le nom de Triton. C'est un détergent non ionique qui enrobe la particule de lipoprotéine et empêche la lipase d'hydrolyser la lipoprotéine.
Ainsi, il empêche ce que l'on appelle la lipoprotéine lipase qui est présente dans les vaisseaux sanguins d'hydrolyser les triglycérides qui sont présents dans les VLDL, par exemple. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ensuite, on a prélevé des échantillons de sang dans ces vaches de manière séquentielle jusqu'à 720 minutes. On avait 3 traitements, un traitement contrôle et deux types de produits, mais je vais me concentrer sur la moyenne de ces deux-là ici, qui correspond à la supplémentation de 25,8 grammes d'ion choline. Nous avons ensuite collecté la lymphe supramammaire chez les vaches 6 heures après l'infusion au thyloxapol. Ce que fait le thyloxapol, c'est qu'il enrobe donc la particule de lipoprotéine et empêche les lipases d'hydrolyser les triglycérides qui se trouvent à l'intérieur de la lipoprotéine. Donc la vache va développer une hyperlipidémie. Les lipides sanguins augmentent continuellement. Okay, et on mesure beaucoup de choses chez ces vaches, mais dans ces échantillons sanguins. Mais moi, je vais me concentrer sur les triglycérides parce qu'ils reflètent au mieux la quantité de lipoprotéines de très faible densité en cours de formation. Et on pose la question suivante, y a-t-il une différence dans les taux de sécrétion de triglycérides par le foie si nous apportons ou non de la choline à nos vaches? Et voilà ce que nous avons trouvé. Ici, les triglycérides des VLDL. Voici les vaches témoins. Voici les vaches supplémentées en choline rumino-protégée. Et vous voyez très clairement que chez ces vaches, le taux de sécrétion de triglycérides par le foie est bien plus élevé que chez les vaches témoins. Peut-être que c'est plus facile de visualiser cela en regardant l'aire sous la courbe ici. L'aire sous la courbe de la ligne pointillée est bien plus grande que celle de la ligne continue. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation de 40 à 50% du taux de sécrétion des VLDL par le foie lorsque nous avons supplémenté ces vaches avec de la choline rumino-protégée, ce qui corrobore des données observées chez les monogastriques. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est nouveau chez la vache. Mais ce n'est pas nouveau dans la littérature. Ainsi, la vache a un foie ayant une capacité limitée de sécréter des VLDL, mais la choline stimule la sécrétion, donc même chez la vache. Ensuite, nous avons étudié les gènes impliqués dans ce processus. Chaque point ici représente une vache. Il s'agit ici de la choline kinase. C'est un gène qui phosphoryle la choline, qui produit donc de la phosphocholine. En fait, c'est la toute première étape de la synthèse des phospholipides. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les triglycérides hépatiques augmentent, nous avons une moindre expression de ce gène. Il en va de même pour cet autre gène qui est impliqué dans la synthèse de la phosphatidylcholine. Et si je vous montre les deux autres gènes, par exemple ApoB100, on fait le même constat. Cela nous montre que les vaches qui ont un excès de triglycérides hépatiques semblent avoir une moindre capacité à assembler les lipoprotéines, ou du moins une moindre abondance d'ARN messager. Alors, on a posé la deuxième question, est-ce que la choline modifie l'absorption intestinale des lipides? Dans cette expérience-là, on a assigné 33 vaches au même schéma expérimental. Elles ont subi 9 jours de restrictions alimentaires. Au cours des 36 dernières heures, ces vaches n'ont rien reçu à manger. Elles avaient le tube digestif totalement vide. Elles ont été nourries seulement avec 4 kilos par jour et ensuite rien pour 1 jour et demi. Ensuite, on leur a administré 450 grammes d'acide gras à chaîne longue, principalement du palmitate. 6,60. Ensuite, nous avons prélevé des échantillons de sang, collecté des échantillons de fesses de ces vaches et on a mesuré le marqueur interne qui s'appelle NDF, non digéré. Donc, on a mesuré ensuite la digestibilité, combien la vache a-t-elle mangé, combien en a-t-elle excrété dans ses fesses. Ici,
vous voyez les triglycérides sanguins. Les vaches nourries avec de la choline rumino-protégée à 25,8 grammes ont une concentration plus élevée de triglycérides dans le sang, après qu'on leur ait administré de la matière grasse. Mais voici le plus important. Les vaches supplémentées avec de la choline rumino-protégée ont montré une augmentation de la digestibilité des graisses d'environ 6 points. 6%. C'est la digestibilité apparente. Et on ne connaît pas le mécanisme exact. Nos hypothèses sont que la choline rumino-protégée aide soit à maintenir l'intégrité de la muqueuse intestinale, soit à améliorer la capacité de transport des lipides à travers les entérocytes en raison de son rôle dans la synthèse des phospholipides qui sont importants pour la synthèse des chylomicrons. Donc, lorsque l'on apporte de la choline, on observe plus de choline dans le sang, plus de choline dans les tissus lymphatiques, enfin, ou le liquide lymphatique. Ainsi, pour nous, la choline rumino-protégée fournit de la choline pour l'absorption dans l'intestin grêle. Alors maintenant, je vais passer peut-être à un aspect plus pratique. Bon, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais voici un diagramme en forêt. La manière de le lire est la suivante. J'ai une réponse ici. Dans ce cas, c'est le rendement laitier corrigé de l'énergie. D'accord? C'est un lait standardisé à 3,5% de matière grasse, 3,2% de protéines dans le lait. Chaque nom ici représente une comparaison qui se réfère à une publication précise dans la littérature. Toutes ces expérimentations sont des essais randomisés, contrôlés, avec 0 g de choline comme témoin et un ou plusieurs traitements avec une supplémentation en une certaine quantité de choline rumino-protégée. Il y a 21 publications ici et plusieurs comparaisons en raison des différents traitements dans chaque publication. La ligne centrale indique l'absence de différence entre le traitement et le témoin, donc valeur 0. Si la différence estimée se trouve plus à gauche de la ligne centrale, cela veut dire que la supplémentation en choline a réduit la réponse laitière. Si la différence ou taille de l'effet se trouve à droite de la ligne centrale, cela signifie que la choline a augmenté la réponse. D'accord? Ça n'a pas été montré ici, mais il y a un carré gris qui est le poids de chaque comparaison dans l'analyse statistique. Ainsi, certains essais ont un poids plus important. Si j'ai un essai avec 200 vaches, il aura plus de poids qu'un essai avec 50 vaches, qui aura lui-même plus de poids qu'un essai avec seulement 10 vaches. La ligne horizontale est la limite de confiance pour chaque estimation, ce qui signifie que chaque point ici a une probabilité de 95% d'être quelque part sur cette ligne horizontale. Ça donne un certain degré de confiance pour chaque estimation. Donc en bas se trouve l'effet global. C'est quoi cet effet? C'est environ 0,38 points d'écart type. Qu'est-ce que cela représente en kilos de lait? C'est une réponse globale de 2,2 kg de lait corrigé, de l'énergie en plus. C'est ce que la littérature nous montre. Maintenant, il y a un point important ici. C'est ce que nous appelons I carré. Cela nous indique que la réponse est hétérogène. Il y a une variabilité dans la réponse. Donc nous, on a exploré ça pour comprendre ce qui explique la variabilité de la réponse. Mais avant d'aller à l'explication, j'aimerais souligner un point très important. Dans la recherche scientifique, lorsque nous menons une expérience, nous, universitaires, nous pensons que c'est l'expérience et l'étude la plus importante du monde, que c'est la vérité ultime. C'est totalement faux. Lorsque plusieurs lorsque plusieurs personnes font plusieurs ou les mêmes expériences et que vous avez une cohérence dans la réponse, c'est ce que l'on appelle la validité externe des données. Cela renforce la confiance que l'on peut faire au résultat. Ce qui veut dire que pour plusieurs types de fermes, plusieurs types de pratiques d'élevage, plusieurs types d'alimentation, etc., on a une idée de comment cette technologie fonctionnera dans mon propre élevage ou dans l'élevage de mes clients. Donc si vous avez une seule expérimentation, c'est une première étape. Mais quand vous en avez 21, cela vous dit
pour peu que le résultat soit positif, que vous pouvez faire confiance dans la mise en œuvre de cette technologie. Alors, nous avons exploré ce qui causait de l'hétérogénéité dans la réponse. La première, c'est la dose de choline. Regardons simplement le lait corrigé de l'énergie. Les cercles, le taux d'énergie corrigé dans le lait. Les cercles au point zéro ici sont des témoins avec 0 g d'ion choline. Ensuite, vous avez l'ingestion de choline par les vaches dans les traitements des différents essais. La taille de chaque cercle représente le poids de cette comparaison dans l'analyse statistique. Les essais ayant une meilleure précision ont également un poids plus important que les moins précis. Les cercles reliés par des lignes en pointillés représentent le même essai. Nous avons donc testé ce que nous appelons la réponse linéaire et quadratique de la choline et nous n'avons trouvé que des effets linéaires. Ça signifie quoi? Que dans ce cas particulier, la réponse à la choline est linéaire. Plus la dose est élevée, plus le taux d'énergie dans le lait, corrigé dans le lait, est élevé. C'était donc une des sources de variabilité dans le graphique précédent que je vous ai montré. Donc, si je supplémente davantage, ou si lorsque les chercheurs ont suppléé davantage dans leurs essais, l'augmentation du lait corrigé est plus importante. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point important concerne la relation entre la choline et la méthionine dans l'alimentation. Nous avons collecté des données de ces expériences, nous les avons intégrées dans le modèle NRC 2001 qui est utilisé aux États-Unis pour prédire l'apport en méthionine métabolisable. Nous avons entré les ingrédients des régimes alimentaires différents, ajusté l'ingestion de matières sèches des vaches pour les différents traitements, puis calculer la quantité de méthionine métabolisable absorbée dans chaque traitement, ainsi que le pourcentage de méthionine métabolisée dans les protéines métabolisables. Et c'est ce que ça nous donne en fait les covariables dans le modèle, une variable ajoutée pour expliquer la réponse de production laitière. Ainsi, on a une idée de la répartition des données dans la plupart des essais. Cela représente pour cette période la période postpartum, entre 1,7% et 2,4% des acides aminés totaux digérés dans l'intestin. Il y a eu quelques expériences ici qui nous ont montré des valeurs très élevées car les vaches étaient supplémentées avec beaucoup de méthionine ruminoprotégée. Mais qu'avons-nous trouvé, nous? Cette ligne ici représente, parce qu'on revient à la production d'énergie corrigée dans le lait. Cette ligne ici, elle représente la production laitière des vaches qui ont reçu 0 g d'ion choline en fonction du pourcentage de méthionine métabolisable dans les protéines métabolisables. Ici, nous avons la production de lait corrigée en énergie des traitements dans lesquels les vaches ont reçu 24 g d'ion choline. Alors, comment comprendre ce résultat? On va regarder la majorité des données de méthionine métabolisable qui se situent dans cette plage-ci. On va éviter les extrêmes très élevés et très bas. Et vous voyez que lorsque la méthionine métabolisable est faible, la réponse à la choline est très importante. Lorsque la méthionine métabolisable est élevée, la réponse à la choline est toujours présente, mais elle est un petit peu atténuée. Et ça donne un certain sens biologique et correspond bien à certaines des données biochimiques obtenues de manière empirique. La réponse est toujours présente, mais elle est simplement réduite. Qu'est-ce qui se passe avec l'efficacité alimentaire? Eh bien, on obtient ici une augmentation d'environ 60 grammes de lait corrigé en énergie supplémentaire pour chaque kilo de matière sèche consommée par les vaches. Quels sont les bénéfices pour la santé? Le jeu ici de données sur la santé n'est jamais aussi complet que celui sur la production. Mais pour la production laitière, on a environ 21 études. Ici, nous n'en avons que 11. Mais vous voyez que pour au moins 2 maladies ou 2 troubles de la santé, la rétention placentaire et les mammites, nous avons détecté une tendance statistique à la réduction lorsque les vaches sont supplémentées en choline ruminoprotégée. Cela montre bien qu'il y a une indication ici d'amélioration de la santé avec la supplémentation en choline.
Un point important ici, il y a 4 expériences aujourd'hui qui ont permis de répliquer ces données. Celle-ci, c'est la première qui le démontre et la deuxième, c'est, Clay qui, montrera probablement une expérience qui vient de l'université d'État du Michigan et une autre de l'université du Wisconsin. La supplémentation se fait, sur environ 255 jours de gestation jusqu'à 21 jours postpartum. Et vous voyez que la production laitière continue d'être plus élevée pour le traitement qui reçoit de la choline rumino-protégée en début de lactation. Il s'agit d'un effet rémanent et répétable. Alors, quel est le mécanisme à l'œuvre? Ben, nous n'avons pas la réponse exacte. Il pourrait être lié à la santé des vaches plus en meilleure santé, qui auraient une production plus élevée. Une autre hypothèse, c'est que, et c'est la nôtre, c'est que c'est bien sûr lié à la choline kinase. Cette enzyme est un marqueur du cancer du sein chez l'humain. L'activation de la choline kinase stimule la mitose des cellules mammaires. Nous pensons qu'il est possible que la supplémentation en choline augmente la disponibilité en choline pour les cellules pendant cette période où il y a une prolifération active des cellules dans la glande mammaire, ce qui pourrait réguler à la hausse l'activité de la choline kinase, ce qui pourrait donc également stimuler la prolifération des cellules mammaires qui entraîne une augmentation de la production laitière, même lorsque la supplémentation en choline rumino-protégée s'arrête. Dernier point à propos de l'état corporel des vaches. Est-ce que c'est important? Est-ce que je dois suppléer uniquement un groupe particulier de vaches? Nous avons analysé nos propres données pour poser cette question. Y a-t-il une différence de réponse à la choline selon que la vache est en bon état corporel, ou modéré ou excessif? Voici 2 expériences que nous avons examinées pour répondre à la question. Voici la distribution des notes d'état corporel des vaches en début d'essai lorsqu'elles entrent en période prépartum. Et la raison pour laquelle je montre cela, c'est qu'il y a une petite révolution dans ce domaine-là. En tout cas, dans les élevages laitiers aux États-Unis, nous avons fait d'énormes progrès en reproduction, tellement que nous avons maintenant modifié la période d'attente volontaire, car nos vaches ces dernières années ont une fertilité exceptionnelle avec beaucoup plus de production laitière. Il y a maintenant des fermes qui produisent en moyenne 52-55 kilos, c'est-à-dire 16 000 kilos, et qui obtiennent des taux de fertilité de 55% pour des vaches en première insémination artificielle avec du sperme sexué. Quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible avant. Ainsi, donc maintenant, beaucoup de fermes ont des lactations beaucoup plus courtes avec beaucoup de lait. Il n'est donc pas rare de voir que certaines de ces fermes ont des vaches avec un faible état corporel lorsque les vaches arrivent au tarissement. Alors, si on pense à la choline, donc tout le monde l'associe aux vaches grasses, au foie gras. Alors, on s'est demandé s'il y a une différence de réponse en fonction de l'état corporel, faible par exemple. Alors, on a procédé de la manière suivante. On a fait une réanalyse systématique et mathématique des données et voici ce que nous avons recherché. Dans nos modèles mathématiques, nous avions l'effet du traitement, qui est l'apport de choline rumino-protégée. Ensuite, nous avions l'association avec la note d'état corporel au moment de l'entrée dans l'eau prépartum. Et puis, l'interaction entre la choline et l'état corporel. Et chaque point ici représente une vache différente. Le bleu représente les témoins, orange les vaches qui ont reçu de la choline rumino-protégée. Cela représente un total d'environ 190 vaches. La question qui nous intéresse particulièrement était: cette interaction est-elle significative ou non? Et en science, vous savez que nous testons des hypothèses. Pour tester les hypothèses, l'une des choses que nous regardons est justement cette valeur de probabilité que Sir Ronald Fisher a proposée en 1925. Si elle est inférieure à 5%, nous rejetons l'hypothèse nulle et nous disons que les moyennes diffèrent, d'accord? Si elle est supérieure à 5%, nous acceptons qu'il n'y ait pas de différence entre les traitements. Bon, c'est un peu subjectif, mais vous pouvez voir ici les interactions avec une forte valeur de P, ce qui signifie que la réponse à la choline, c'est-à-dire la différence entre la ligne bleue et la ligne orange, n'est pas affectée par l'état d'engraissement des vaches lorsqu'elles ont intégré le lot prépartum. C'est bon?
Donc cela signifie que, en fait, il n'y a pas d'importance qu'une vache ait une note d'état corporel de 3,0 sur notre échelle ou de 1 à 5, ou qui est graduée, pardon, l'échelle de 1 à 5, ou si elle a une note de 4. Dans les deux cas ici, il y a une augmentation de 2 kilos de lait corrigé en énergie. Donc, je vais résumer un petit peu tout cela. Ici, c'est un article qui est récent, qui est paru dans le journal de Dairy Science que vous trouverez facilement. Si vous ne trouvez pas, vous vous adressez à moi. C'est un article de synthèse des connaissances sur la choline chez la vache laitière et c'est euh, ce que pour nous, ce sont les meilleures hypothèses qui sont à retenir et correspondent en plus aux travaux qu'on a fait dans les laboratoires. Les vaches mobilisent des tissus pour soutenir la glande mammaire en début de lactation, un processus qui est parfaitement normal. Une partie de ces tissus sous forme de lipides, d'acide gras, est transportée à l'intérieur des cellules hépatiques. Donc il y a des transporteurs dans ces cellules ici qui facilitent le passage à travers la membrane hépatocytaire. Si vous avez des acides gras à chaîne très longue, 20 carbones ou plus, ils sont généralement dirigés vers cet organite qui s'appelle le peroxysome. Et le peroxysome découpe les acides gras en chaînes plus courtes. Il ne produit pas d'énergie, mais il produit de la chaleur qui va générer des espèces réactives de l'oxygène dont on a parlé tout à l'heure. Mais cet acide gras à chaîne longue peut également être oxydé par des mitochondries. Ainsi, selon les besoins en ATP de la cellule, il y a davantage, enfin plus ou moins d'oxydation. C'est comme de savoir combien d'argent il faut gagner pour payer ses factures. J'ai besoin de travailler plus ou moins en fonction des factures. Mais si vous avez un excès d'acide gras, comme ici à terme, c'est conditionné dans ce que nous appelons des gouttelettes lipidiques. Et ces gouttelettes lipidiques, elles ont un fonctionnement assez dynamique. Ce ne sont pas seulement des sites de stockage. Elles sécrètent des molécules, elles changent de forme, elles sont restructurées, réorganisées et peuvent être dégradées dans ces phagosomes ou autophagosomes. Et la choline facilite ce processus, du moins au niveau de l'expression génétique. Nous avons deux études ou deux articles qui examinent cela. Et nous pensons que la réduction des triglycérides hépatiques est en partie due à la dégradation des gouttelettes lipidiques dans le phagosome des hépatocytes. J'espère vous avoir montré que la supplémentation en choline rumino-protégée facilite l'exportation des triglycérides sous forme de lipoprotéines de très basse densité. Je vous ai également parlé de la phosphatidylcholine qui possède des propriétés anti-inflammatoires. Et je vous ai dit qu'elle réduit cette protéine dans la phase aiguë, l'aptoglobine. La choline rumino-protégée augmente la synthèse de glycogène ou réduit la dégradation du glycogène dans le foie. Le résultat est que nous avons moins de lipides et plus de glucides dans le tissu hépatique. C'est plus compatible avec un hépatocyte en bonne santé. Je vous ai aussi montré des données qui indiquent que lorsque nous alimentons les vaches avec des matières grasses, la digestibilité des acides gras est augmentée par la choline rumino-protégée. On n'en connaît pas forcément le mécanisme exact, mais je vais avancer deux possibilités. Les phospholipides sont nécessaires pour maintenir la structure de l'intestin et lorsque nous sous-alimentons nos vaches, comme nous l'avons fait dans notre modèle, cela crée du stress, perturbe les jonctions serrées entre les entérocytes, créant ainsi une perméabilité intestinale, ce qui affecte la digestion. Mais il est possible d'améliorer la structure de l'intestin pour avoir un entérocyte plus sain. L'autre possibilité, c'est qu'on fournisse donc des phospholipides pour la synthèse des kilomicrons. Et chez les souris, une carence en phospholipides empêche les kilomicrons d'être exportés vers les chylifères. Enfin, cela est purement hypothétique pour le moment parce qu'on n'a pas du tout de données pour soutenir cela chez les vaches, mais je pense que cela finira par être vraiment démontré, c'est mon pari. Lorsque nous supplémentons les vaches avec de la choline rumino-protégée, nous stimulons la prolifération des cellules épithéliales mammaires
À ce stade-là de la gestation, il y a donc une apoptose massive des cellules lorsque la vache se tarit. Et environ 2 semaines avant le vélage, il y a un rétablissement d'une prolifération massive des cellules de la glande mammaire. Habituellement, ça se produit au cours des 2 dernières semaines de gestation et les premières semaines de lactation. Mais nous, on pense que donc il y a la possibilité de stimuler l'activité mitotique grâce à la choline rumino-prétigée et ça expliquerait une augmentation persistante et constante de la production. Alors pour conclure, j'espère avoir démontré que la choline répond aux critères d'un nutriment essentiel pour les vaches. Elle améliore la santé du foie, elle réduit les triglycérides, elle augmente la production laitière, corrigée en énergie, elle montre des indications d'amélioration de la santé. Nous avons au moins observé une réduction de l'incidence des deux maladies. La réponse à la choline dépend de la quantité administrée et de la quantité de méthionine métabolisable dans l'alimentation. Les bénéfices sont observés indépendamment de l'état d'engraissement. Les vaches maigres et grasses répondent pareillement à la choline. Et enfin, la réponse laitière perdure bien au-delà des premiers 21 jours de lactation, ce que très peu de choses font, mais la choline est un exemple. Les mécanismes sont probablement multiples. Nous avons tendance à nous concentrer sur l'histoire du foie gras, car c'est ce qu'il y a de plus logique et de mieux connu, mais il existe probablement de nombreux autres mécanismes non classiques, comme la réduction de la réponse inflammatoire, la prolifération des cellules mammaires, qui pourraient expliquer certains de ces effets. Merci beaucoup et désolé d'avoir pris un petit peu plus de temps.